Bonjour et bienvenue au talk des partenaires de Trade Union. Je suis Amandine, Office Manager chez Trade Union et freelance depuis 5 ans. Aujourd'hui, nous allons aborder des thèmes importants pour le quotidien des freelances en démarrant par un tour d'horizon des statuts présenté par Léonard de chez Jump. Puis, nous aborderons l'essentiel de la compta en freelance avec Laurent de Number. Parfait, merci. Amandine, ravi d'être avec vous et de balayer un sujet qu'on a très souvent, qu'on rencontre beaucoup chez Jump. Quel est le bon statut à adopter quand je démarre ou même tout au long de sa vie. Le statut, c'est pas immuable, on a le droit de le changer quand on le subit. Et nous, on a tendance on va vulgariser, à avoir 3 grands groupes. Et après, je laisserai Laurent étayer sur la partie comptabilité, mais on a 3 grandes familles de statuts possibles quand on est indépendant. Le premier, ça va être celui que nous, on porte chez Jump, les statuts qu'on appelle proposés par des employeurs indirects pour les freelances qui permettent simplement d'avoir les avantages des salariés en restant indépendant. Donc le portage salarial et les coopératives, on va pouvoir revenir dessus. Ensuite, on a vraiment les entreprises individuelles et le plus connu, la micro-entreprise, qui est le régime fiscal simplifié de l'auto-entreprise, de l'entreprise individuelle, et après les différentes sociétés sur lesquelles Laurent pourra revenir, SASU, SARL, URL, sur lesquelles on va avoir une comptabilité plus poussée et tu auras l'occasion de l'expliquer. Donc moi, l'objectif, c'est vraiment de vous dire sur ces 3 grandes familles, sur 2 grands axes, notamment la protection et un peu le fonctionnement au quotidien, comment ça marche. Il y a des grandes variétés et du coup, des avantages et des inconvénients sur chacun, et l'idée, c'est de moins d'avoir toutes les cordes à son arc pour être le plus efficace dans son choix. Et encore une fois, ce n'est pas des choix immuables, on a le droit, heureusement, vous êtes entrepreneur, de se tromper, de changer, d'adapter en fonction, bien sûr, de ses moments de vie. Ce qu'on dit souvent, il y a des hauts et des bas, et il y aura des forces et des faiblesses sur chacun. Donc si on commence sur la partie protection, on a le grand mode, des grandes différences sur cette partie-là, sur les modes de protection. Notre famille, nous, au sein du partage salarial des coopératives, en fait, retenez que vous allez retrouver une expérience similaire à celle que vous aviez pu connaître en étant salarié. En gros, vous allez retrouver le régime général des salariés et donc cotiser au chômage, à la retraite, bénéficier d'une sécurité sociale, mutuelle, etc. comme si vous étiez salarié, alors que vous avez cette liberté d'être indépendant et donc de travailler d'où vous voulez, avec qui vous voulez, quand vous voulez. Et une des forces de Jump notamment, c'est d'être très flexible et de vous laisser la possibilité de choisir le salaire de votre choix. Et donc concrètement, ce n'est pas parce que vous avez facturé 15 000 € un mois 1 que vous êtes obligé de tout transformer en salaire tout de suite. Comme ça, on lutte contre les hauts et les bas, les moments où on n'a pas de facturation, les moments d'intermission, pour lisser ses salaires et maîtriser ce qu'on va appeler aussi son net imposable, et donc pouvoir cotiser justement et longuement et ouvrir des droits au chômage, mais potentiellement en cas de problème de santé, bénéficier d'arrêt de travail, avoir un congé maternité, paternité, assez facilement. A l'inverse, donc si on prend l'autre famille que vous connaissez tous, et notamment la micro-entreprise, je ne vais pas trop m'attarder, je vous présenterai rapidement l'URL, la SARL, la SAS, la SASU, mais tu pourras revenir dessus. Mais en micro-entreprise, à contrario, c'est très simple. En gros, on n'a pas de cotisation pour les indemnités de chômage, on va avoir un forfait qui est passé à 23,2% là, au 1er juillet 2024. On est rattaché au régime des indépendants et en gros, on va payer chaque mois ou chaque trimestre tout de suite 23,2%, et ensuite on aura une imposition spécifique sur le revenu. Soit on a le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu et donc on aura des cotisations supplémentaires, 2,2% tout de suite, mais qui ouvriront idem, pas de droit au chômage, etc. Soit tout son chiffre d'affaires sera réintégré dans son imposition sur le revenu, mais moins 34% d'abattement forfaitaire, mais il n'y a pas la possibilité de déduire des frais au réel, et c'est une des limites du modèle, notamment qu'on retrouvera en société ou qu'on peut avoir aussi avec Jump en portage. Et sur ce modèle, en fait, c'est très simple, c'est une comptabilité très simple, mais voilà, peu de protection, pas de mutuelle, de RC Pro obligatoire, voilà, donc modèle très simple et surtout plafonné à 77 700 € de chiffre d'affaires annuel à pas dépasser 2 années. Et enfin, en société, là, on aura beaucoup plus de marge de manœuvre en fonction de son choix, de l'IR, de l'IS. Voilà, on pourra avoir différents éléments. On peut retrouver le régime des salariés en étant sur l'IR en fonction de sa rémunération en tant que président. Voilà, il y aura les charges comme ce qu'on aura en portage pour bénéficier du modèle fiscal français. On peut aussi opter pour l'IS et donc là récupérer plus, mais avoir moins de protection. C'est un choix à faire, mais je te laisserai revenir dessus plus en détail. Donc voilà, beaucoup de variétés entre ces 3 modes. Là, vraiment, ce qui compte, c'est comment vous vous projetez en tant qu'indépendant et qu'est-ce que vous avez
envie de faire, comment vous voyez les prochains mois, et est-ce que vous voulez de la sérénité, maximiser vos revenus, et quels sont aussi les niveaux de facturation que vous aurez. Et une grosse différence, donc sur la partie 2 qu'on couvre, c'est l'administratif. Nous, chez Jump, on a beaucoup d'indépendants qui nous disent « Ouh là là, mais je ne peux surtout pas gérer ma comptabilité ou avoir de société, ça me fait peur, je veux être tranquille ». Et donc, l'avantage de ce mode en portage salarial ou en coopérative, et donc ce qu'on a avec Jump, c'est d'avoir quasiment rien à faire, pas de société à créer, donc pas de démarches complexes à mener. C'est un peu comme sur un entretien d'embauche, vous choisissez votre société de portage, vous signez votre contrat et derrière vous avez des outils pour faire vos prestations, facturer et transformer en salaire. Plutôt simplement, vous pouvez aussi déduire vos frais. Ce sera ça les formalités, facturer, choisir son salaire. Nous, on vous laisse la flexibilité, mais c'est important parce que c'est au cœur de votre stratégie. Et déduire vos frais selon les règles de ce qu'on appelle le BOSS, le bulletin officiel de la sécurité sociale. Et pareil, si vous voulez arrêter, très simplement, vous arrêtez et vous récupérez votre solde de compte selon les modalités du droit du travail. Rupture de période d'essai incisive de l'employeur qui peut ouvrir des droits, rupture conventionnelle sous une certaine période ou démission à tout moment. Donc voilà, très simple à l'entrée, très simple à la sortie, pas de risque, mais voilà, il y a moins de possibilités. Vous essayez de prendre des dividendes, moins de variété sur la comptabilité. En micro-entreprise, pareil, donc là on est sur quelque chose de très simple, c'est pas coûteux, hein. Les formalités de création sont très faibles, ça va assez vite, tout peut se faire en ligne, et après on a une comptabilité très simplifiée à gérer au quotidien, ses factures, ses règlements de cotisation au mois ou au trimestre. La TVA, hein, pas oublier, dès qu'on dépasse 39 200 €, moi j'ai souvent des gens qui me disent « Ouh là là, je suis perdu avec la TVA ». Et donc il ne faut pas oublier de le faire, ça fait partie de vos obligations comptables, et dès qu'on est une entreprise individuelle, on aura une comptabilité plus poussée à tenir. Et en micro, pareil, si vous voulez arrêter la micro-entreprise, c'est des procédures de cessation qui sont assez simples et non coûteuses. Donc voilà, la micro-entreprise, c'est vraiment le régime fiscal simplifié, peu protecteur, mais très simple, même au démarrage, pour voir ce qui se passe, et on récupère pas mal tout de suite, mais sans déduire ses frais au réel. Et en URL, en SASU, en ECRL, en société, là, on a une comptabilité plus complexe, mais qui ouvre l'horizon et un champ des possibles beaucoup plus fort. Déjà, pour tous ceux qui dépassent les plafonds, il n'y aura que le choix de la société ou potentiellement le choix du portage salarial, puisqu'on ne pourra pas rester en micro. Mais là, on aura une comptabilité complète à tenir, et je laisserai leur en revenir dessus. Mais en tout cas, il y a des coûts d'ouverture, des coûts de fermeture et des coûts comptables à tenir en fonction de comment on les gère et les outils qu'on a pour nous accompagner. Voilà, mais après, ça vous ouvrira des possibilités, notamment en fonction IS/IR, sur lequel Laurent reviendra. Voilà. Et donc, pour ceux que ça intéresse, nous, notre modèle Jump, en tout cas, permet de piloter ça facilement sans avoir de société à créer. On pourra revenir dessus pleinement, mais voilà, 3 grandes actions à faire. Vous facturez vos clients et vous pouvez démarrer en 5 minutes. Vous déduisez vos frais pro au réel et vous choisissez le salaire de votre choix, point très important, parce qu'en fonction de vos projets immobiliers, vous voulez garder de l'argent pour avoir des fiches de paye plus élevées, vous voulez cotiser plus longuement. Voilà, une flexibilité qu'on offre aujourd'hui, nous, à 2000 indépendants au quotidien, qui est une alternative parfois peu connue. On veut casser un peu les codes du portage salarial pour permettre à des indépendants sereinement d'être libres, mais d'avoir les avantages salariés. Voilà. Eh bien, merci Léonard de nous avoir éclairé sur ce fameux sujet des statuts et de nous avoir décrit l'activité de Jump. Merci. Un peu plus en détail. Alors avec toi, Laurent, nous allons aborder un thème important dans la vie d'un freelance. Comme le titre de ce talk l'indique, c'est l'essentiel de la compta en freelance. Laurent, est-ce que tu peux nous démystifier ce sujet comptabilité qui peut parfois paraître obscur pour certains? Je t'en prie, je te laisse la parole pour nous aider. Super. Oui, alors pour essayer d'y voir un peu plus clair sur la comptabilité quand on devient freelance, petite introduction sur ce que je vais vous présenter. On va parler de comptabilité pour les formats société. Donc Léonard a pu vous décrire les différentes formules possibles. Pourquoi société et pas les autres? Tout simplement puisque en micro-entreprise, on ne peut pas déduire de charges, il n'y a pas de réelle comptabilité à tenir. Donc, à part le seuil de TVA sur lequel il va falloir être vigilant, mais sinon il y a très peu de choses à faire et il y a très peu surtout de leviers d'action pour maîtriser sa fiscalité
et ses charges sociales. Donc on a pris le parti de faire un focus sur la comptabilité des formats sociétés, donc essentiellement EURL ou SARL si on est plusieurs associés, ou alors SASU, SAS pour les SASU qui auraient plusieurs associés. Donc on va commencer ce petit b.a.-ba de la comptabilité de freelance par la problématique des charges déductibles. Donc sur la présentation, vous voyez quelques pictogrammes. L'idée, c'est de vous montrer les frais les plus récurrents. Donc dans l'idée, je n'ai pas pu vous faire une liste exhaustive de tous les frais possibles, mais on a choisi ce focus particulier sur notamment les frais que l'on appelle mixtes, qui sont à la fois pro et à la fois perso, donc sur lesquels il peut y avoir débat vis-à-vis de l'administration fiscale. Donc généralement, il y a des règles qui sont données par le fisc, par l'URSSAF, pour rien risquer en cas de contrôle. Et ces frais mixtes, c'est un enjeu pour vous en tant que freelance, puisqu'ils vont être une forme de revenu, de rémunération complémentaire. Et l'avantage de ces frais mixtes, c'est que la société va les payer pour vous, ou alors va vous les rembourser si vous les avancez à votre société, ce qui fait que ça ne sera pas considéré comme une forme de rémunération ou de dividende, on le verra par la suite. Donc ça vous évite de payer des cotisations sociales et de l'impôt pour une grande partie de ces frais mixtes-là. Donc c'est un enjeu essentiel en termes d'optimisation. Donc ceci étant dit, on va essayer de balayer les différents pictos qu'on a pu mettre en avant. Alors, on n'aura peut-être pas forcément le temps de tous les développer en détail. Je vais choisir les frais que l'on retrouve le plus souvent chez nos clients consultants. On va commencer par le picto des loyers. En fait, vous avez la possibilité, si vous domiciliez votre entreprise chez vous en tant que freelance, de domicilier votre activité pro à votre domicile, ce qui veut dire que votre société va pouvoir prendre en charge une partie de votre loyer. Donc là, les modalités de versement du loyer vont être un peu différentes selon la nature de votre résidence principale. Ouais, si vous êtes locataire ou propriétaire. Si vous êtes locataire, par exemple, on va prendre une quote-part du loyer qui ne va pas excéder 30% du loyer. Tout simplement, c'est une règle donnée par l'URSSAF pour éviter que ce soit des avantages en nature. Donc là, si vous êtes locataire, la règle est simple et s'applique assez facilement. Si vous êtes propriétaire, il va falloir calculer une forme de loyer. Donc on va prendre le prix à la location du mètre carré qu'on va multiplier par la surface utilisée. Sachant que cette surface utilisée ne doit pas excéder 30% de la surface totale. On retrouve la même règle des 30% que j'ai pu vous énoncer précédemment sur la situation où on était locataire. Donc finalement, ce remboursement de loyer, surtout si on habite à Paris ou dans des métropoles où le loyer est élevé, ça peut vous permettre de déduire pas mal de charges et donc de récupérer sur votre société une forme de rémunération. Alors, petite spécificité du loyer par rapport aux autres charges mixtes, le loyer va rentrer dans vos revenus sur votre déclaration d'impôt sur le revenu, donc va déclencher de l'imposition. Mais la plupart du temps, ça reste avantageux pour vous de passer du loyer sur votre boîte puisque vous allez quand même économiser des charges sociales. Voilà, ça vous évite de vous verser du salaire pour reverser ça en loyer, salaire qui serait soumis à charges sociales. Là, on va pouvoir directement se rembourser le loyer via sa boîte et ça va passer par des remboursements de frais. Donc, pas de charge sociale à payer là-dessus. Ensuite, autre type de frais, les CESU préfinancés, les chèques emploi-service universels. Donc, c'est ce qui va vous permettre de payer tout ce qui est aide à la personne. Donc, vous avez une femme de ménage, une nounou. En fait, vous allez pouvoir récupérer via votre société jusqu'à 2 421 € par année civile de chèque emploi-service universel préfinancé. Donc l'avantage, c'est que voilà, vous payez ça directement avec la boîte et après ces chèques emploi-service, vous allez les utiliser en fonction de vos besoins personnels. Il n'y a pas forcément un lien avec votre activité professionnelle. Donc c'est en ça que ça peut vous permettre de payer la nounou, la femme de ménage ou le prof de sport. C'est pas négligeable.
Exactement, ça fait 2421 € en plus par an de frais qu'on peut se récupérer. Donc tout ça mis bout à bout, ça permet de récupérer pas mal de sous sur sa boîte sans passer par la rémunération ou les dividendes, donc en s'économisant de l'impôt. Autre typologie de frais, après on passera à la thématique suivante, les frais de déplacement. Donc là, il y a plusieurs situations. Si vous avez un pass Navigo, par exemple, un pass de transport dans votre ville, ce pass-là va être déductible. Et vu les frais que ça représente, généralement, on les passe à 100% en comptabilité. Autre situation, vous avez un véhicule personnel que vous allez utiliser pour vos déplacements professionnels. Dans ce cas précis, votre société va pouvoir vous rembourser l'utilisation de votre véhicule perso via ce qu'on appelle un forfait d'indemnité kilométrique qui se calcule en fonction des kilomètres parcourus et des chevaux fiscaux du véhicule. Donc là, la logique, c'est plus on fait de kilomètres et plus le véhicule est propre et plus le barème sera intéressant pour nous. Autre situation, c'est vrai qu'on a souvent la question de nos clients, est-ce que je continue à faire mes déplacements pro avec mon véhicule perso et donc je passe par ce système d'indemnité kilométrique, ou alors est-ce que j'achète mon véhicule directement via ma boîte? Donc l'arbitrage va s'effectuer avec la connaissance des différents éléments qu'implique un achat direct par sa société. En fait, ça va vous créer une fiscalité supplémentaire. Vous aurez, en tant que véhicule de société, une taxe sur les véhicules de société à payer chaque année. Également, si ce véhicule pro est le seul véhicule de votre foyer fiscal, forcément, vous allez l'utiliser pour des déplacements personnels. Donc, il va falloir recalculer l'utilisation personnelle du véhicule professionnel. Et ce qu'on va considérer comme du perso va être réintégré sur une fiche de paye ou en tant que salaire en avantage en nature. Donc ça va générer de l'impôt sur le revenu et des charges sociales. Également, on va appliquer une quote-part d'utilisation pro-perso sur les différents frais liés au véhicule. Donc l'assurance du véhicule, l'entretien, la réparation. Voilà, ces frais-là, on va pouvoir les payer directement via sa structure, mais en contrepartie, on va enlever l'équivalent de l'utilisation personnelle du véhicule pro. Donc voilà pour les différents frais, il y en a plein d'autres. Peut-être pour vous donner les 3 grandes règles qui font qu'un frais est déductible ou non. Alors il y a une condition de fond, il faut que la dépense soit engagée dans l'intérêt de la société. Condition de forme, pour pouvoir déduire la dépense, il faut un justificatif avec le prix où on mentionne le hors-taxe, la TVA et le TTC. Et dernière condition, une condition de cohérence vis-à-vis de l'activité. Par exemple, si je veux faire un cadeau à un bon client, à moi, si le client me ramène 10 000 € de chiffre d'affaires, je ne vais pas lui faire un cadeau à 5 000 €. Je ne vais pas lui faire un cadeau de l'équivalent de la moitié de ce qu'il me rapporte. Donc ça, en cas de contrôle fiscal, ce sera jugé, la cohérence de la dépense par rapport à votre activité professionnelle et aux revenus que vous arrivez à dégager. Donc autre sujet, maintenant, on va aborder la stratégie de rémunération. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le dur. Pour ça, on va essayer d'appréhender l'organisation comptable d'une société. Donc sur la slide qu'on vous partage, vous avez en milieu de slide ce qu'on appelle un compte de résultat. Donc un compte de résultat, c'est pour calculer la performance de la société sur un exercice comptable. Donc pour ce faire, on part toujours du chiffre d'affaires réalisé. Ensuite, on déduit les différents frais, donc la problématique qu'on a vue juste avant. Et enfin, on va avoir un arbitrage. Est-ce que je prends de la rémunération sur ma société ou non ? Donc l'enjeu sur la rémunération, il est double. Premier enjeu lié à votre protection sociale. Puisque en société, vous allez payer vos cotisations sociales en fonction de la rémunération prise. Et là, on va avoir une différence entre l'EURL et la SASU. En EURL, sur la partie protection sociale, je vais être rattaché à la sécurité sociale des indépendants. Je suis TNS, travailleur non salarié. Et donc à ce titre, je vais payer 45% de cotisation sociale.
Donc si mon EURL me verse 1000 €, ma société aura à payer 450 € de charges sociales. Donc le coût global de ma rémunération va être de 1450 €. Si je me place maintenant en SASU, tu le disais Léonard, en SASU on est assimilé salarié. Donc on va avoir pratiquement la même protection sociale qu'un salarié cadre, hormis pour la partie chômage. Ce qui fait que voilà, cette protection sociale est une très bonne couverture sociale, mais elle a un coût. Et en moyenne, on est sur du 75% de cotisation sociale sur la base de la rémunération nette. Donc ici, si ma société me verse 1000 € de rémunération, elle aura à payer 750 € de charges sociales. Donc le coût global de ma rémunération est à 1750 €. Donc on comprend ici qu'il y a des avantages et des inconvénients sur le URL et la SASU. Le URL, on va moins payer de cotisation sociale, mais on aura une protection sociale un peu plus faible, surtout sur la partie retraite. Et en SASU, on va payer un peu plus cher, mais on sera au régime général à la retraite des cadres. Donc si je me place dans mon schéma, j'arbitre sur ma rémunération. Derrière, cet arbitrage aura un impact direct sur le résultat réalisé par ma société, puisque plus je prends de rémunération, plus mon résultat sera faible. À la fin, sur ce résultat, je paie de l'impôt sur les sociétés. Et une fois payé cet impôt société, le bénéfice net, je vais pouvoir arbitrer entre soit le laisser dans la structure et le mettre en réserve, ou soit le récupérer pour moi sous forme de dividende. Et là encore, on a des différences entre le URL et la SASU. En EURL, les dividendes sont considérés comme une forme de rémunération, donc on va devoir payer des cotisations sociales dessus, à hauteur de 45%. En SASU, pas de cotisations sociales à payer sur les dividendes, mais seulement des prélèvements sociaux, la CSG-CRDS, à hauteur de 17,2%. Et enfin, sur la partie fiscalité des dividendes, là, pas de différence entre le URL et la SASU, puisqu'on a un taux fixe à 12,8%. Donc en gros, dans mon arbitrage rémunération versus dividende, je vais devoir anticiper plusieurs choses. Première chose, le niveau de protection sociale dont j'ai besoin. Par exemple, si je suis en SASU, là on comprend bien que pour récupérer le plus de net possible dans sa poche, il vaut mieux maximiser les dividendes, puisque sur les dividendes, on aura impôt plus taxes, 30% à payer. Alors que sur de la rémunération, on aura 75% de charges sociales. Donc là, on va essayer d'arbitrer en prenant un peu de rémunération ou ce qu'il faut de rémunération pour avoir une protection sociale et ensuite maximiser le reste en dividendes. En EURL, l'arbitrage, il va plutôt se faire sur une maximisation de rémunération pour baisser les résultats et baisser l'impôt sur les sociétés. Puisque sur mes dividendes en EURL, j'ai quand même les 45% de cotisation sociale, donc ça me coûte quand même cher de me sortir des dividendes. Donc autant prendre l'argent en amont pour baisser mon impôt sur les sociétés. Donc voilà les mécanismes sur lesquels vous aurez à jouer pour arbitrer entre rémunération et dividendes en fonction de votre imposition et de la protection sociale. Merci Laurent pour toutes ces précieuses informations. Les followers pourront retrouver ta présentation ensuite sur le chat pour s'y plonger. Et je te remercie, c'était très complet. Merci. Nous avons regroupé quelques questions qui reviennent souvent lorsqu'on veut se lancer en freelance, mais aussi un peu plus tard lorsque l'activité d'indépendant a évolué. La première, c'est... alors, on a évoqué un petit peu ces sujets, mais quel statut juridique est le plus avantageux pour réduire ces charges ? Léonard, tu as sûrement une... S'il y avait une seule réponse, voilà. Ce serait facile, on ne serait pas là. Ouais, et il n'y aurait pas autant de possibilités. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Comment on se projette, comme le disait Laurent, quel est le niveau de protection qu'on souhaite, de rémunération qu'on veut. Nous, on a tout type d'indépendants et vraiment ce qu'on souhaite, en tout cas chez Jump, c'est que la personne soit satisfaite. D'ailleurs, notre ligne directrice, c'est offrir la meilleure vie possible, donc ça dépend de son choix. Si quelqu'un se projette 8 mois, 9 mois en tant qu'indépendant et a envie de créer des complexités administratives, on a une solution qui est intéressante, qui essaye de faire un mix où tu peux déduire des frais, prendre des salaires, mais choisir le niveau de salaire et potentiellement arrêter
assez facilement. Si tu retournes au salariat, il n'y a pas de coût structurel d'entrée, de sortie, c'est assez adapté. Si on est hyper heureux, comme Igor en tant qu'indépendant, on se projette très longtemps, on a d'autres moyens, les formes, comme expliquait Laurent, peuvent être très intéressantes, il faut être aussi accompagné comptablement. Et voilà, donc en fait, il y a plein de choix. Ce que je dis tout le temps, moi, c'est ne subissez pas votre statut. Dans ce cas-là, on a des choses, venez discuter avec nous, venez voir ce qu'on peut faire, comprenez le champ des possibles, et ensuite, ça devrait bien se passer. Donc voilà, ça dépend beaucoup du profil de l'indépendant, de comment il se projette, et surtout, est-ce que à chaque fois, il a l'impression de se dire « mais qu'est-ce que je fais ? J'ai fait que des erreurs ». Et donc là, il faut être accompagné, oui. Et si ça se passe bien, tant mieux, c'est que la personne est heureuse. Oui, très logique. Oui. Peut-être en complément, Léonard, quand même sur la question des charges à déduire, on l'aura compris sur la partie micro-entreprise, le format est tellement simple, on a ce système d'abattement forfaitaire, donc on ne peut pas déduire de charges, ce qui fait que sur ce format-là, on va être limité. Et en format société, comme j'ai pu le montrer, on aura plus de leviers d'action, peut-être un peu moins de règles, ou un peu plus de flexibilité sur la déduction des dépenses que sur du portage. Oui. Très logique également, donc ça rejoint aussi un peu les charges spécifiques à prendre en compte pour réduire ces charges, etc. Une dernière question, quelle charge spécifique dois-je prendre en compte pour calculer mon TJM ? Ça c'est un peu plus... Moi, comme ça, je pense que la première chose à avoir en tête, c'est le niveau de ces charges sociales. Oui. Parce que c'est incompressible, vous aurez à les payer quoi qu'il arrive. Donc, ne partez pas du fait que vous étiez salarié, vous touchiez 4 000 € par mois net d'impôts. Là, c'est une autre logique. Vous devez anticiper les charges sociales que vous aurez payées sur la rémunération que vous allez vous verser. Donc, pour anticiper tout ça, ça dépend du format juridique que vous allez choisir, mais si vous vous orientez vers un format société, je vous invite à faire une mini-simulation en suivant le compte de résultat que j'ai pu vous partager et en définissant les différentes étapes, mon chiffre d'affaires avec le TJM que j'envisage d'avoir et le nombre de jours que je souhaite travailler, les frais que j'arrive à identifier, puis ensuite le salaire que ça me permet d'avoir et les charges sociales afférentes. Ok, très clair. Très logique encore une fois. Très bien. Et donc Léonard, Laurent, on arrive à la fin. On est un peu juste en temps. Je vous remercie pour cet échange et pour ces précieuses informations. Étant moi-même freelance, je vous assure que vos activités nous aident réellement à se concentrer sur l'essentiel de nos expertises. Chers followers, nous ajoutons nos offres partenaires sur le chat, incluant celles de Jump et de Number. Aussi, et toujours sur le chat, nous ajoutons un livre blanc trait d'union Number, dont le sujet est parcours freelance IT, stratégie financière et professionnelle. On espère que ça vous aidera. Voilà, on arrive à la fin de ce talk. On vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci Amandine. Merci à tous. Merci.